Notre invitée Delphine Batho, ce matin, bonjour. Bonjour. Insoumise. Un joli titre, ça. Hein, oui. Votre dernier livre chez Grasset. Insoumise. Insoumise, d'ailleurs. Mon premier livre. C'est votre premier livre, Delphine Batho. Je vous rappelle que vous êtes députée PS des Deux-Sèvres. Hein. Delphine, ancienne ministre de l'écologie, on va en parler, parce que vous en parlez dans votre livre, hein, beaucoup. Mais je me suis rendu à la fin du livre et j'ai lu ce que vous dites, enfin de vous adresser directement à François Hollande. Oui. Cher François, c'est le titre du chapitre. Alors j'en lis quelques extraits. Aujourd'hui, les Français n'ont ni les résultats de l'action, ni les convictions. Tu as organisé une sorte d'abandon de l'idéal. C'est comme si tu n'avais même pas essayé de mettre en œuvre tes promesses de campagne. Ton échec le plus grave est d'avoir tourné le dos à tes idées. Finalement, c'est bien le pire reproche que te font les Français. Ce n'est pas de ne pas réussir le changement, c'est de ne même plus vouloir l'accomplir. Vous pensez que François Hollande ne veut plus accomplir aucun changement ? Écoutez, je pense que quand on regarde chaque jour les actualités, ce sentiment que le pouvoir ne sait plus où il va, qu'il tire à U et à dia sur à peu près tous les sujets, qu'il n'y a pas de perspective, qu'il n'y a pas de projet de société, oui, c'est un sentiment largement partagé. Oui. On va en parler du budget, on va parler d'écologie, bien. Mais je continue. J'ai vu que tes amis annoncent déjà ta candidature en 2017. Mais quelle drôle d'idée! Au fond, tu le sais bien, il n'y aura pas de deuxième mandat pour toi. Il n'y aura pas de deuxième mandat pour François Hollande? Oui, je crois qu'il n'est pas en situation d'être réélu. Bien sûr, c'est la liberté d'un président sortant d'être ou pas candidat à sa propre succession. Mais moi, j'aspire à ce qu'il y ait maintenant des nouvelles têtes. Vous ne voulez plus de François Hollande candidat en 2017? Je crois que c'est clair, je ne soutiens pas sa candidature pour 2017. Vous ne le soutenez pas? Non, je regrette pas de l'avoir Est-ce que vous avez voté pour lui, Delphine Batho? Non seulement j'ai voté pour lui, mais j'ai été la porte-parole de sa campagne. Porte-parole de sa campagne. Je ne regrette rien, je ne regrette pas de l'avoir soutenu. Je crois qu'il a eu sa chance et qu'il y a maintenant dans le pays le besoin d'un renouveau. Le besoin d'un renouveau, pourquoi? Parce qu'il y a fondamentalement quelque chose qui n'est pas compris, c'est qu'on a changé de période économique. Il n'y aura pas de retour de la croissance à l'ancienne. Et donc apporter aux problèmes de demain les idées des années 80 et les idées du monde d'hier, on voit bien que c'est inopérant. Aujourd'hui, vous voteriez pour lui? C'est-à-dire si on refaisait l'élection présidentielle de 2012 ou si elle avait lieu aujourd'hui? Si elle avait lieu aujourd'hui. Comme celle de 2012 Oui, mais en même temps, je dis les choses clairement, je ne soutiens pas sa candidature pour un deuxième mandat. Je ne regrette pas ce que j'ai fait en 2012. Mais s'il se présentait aujourd'hui avec ce qu'il vient de faire en 2 ans, vous voteriez pour lui? Mais j'aspire à ce qu'il y ait une autre personne. Une autre personne. Donc un autre candidat. Vous avez déjà une idée en tête ou... Non. Je sais pas, Martine Aubry. Non, d'ailleurs, je veux balayer, merci de m'en donner l'occasion, pas de paranoïa, je ne roule pour personne, je suis libre. Moi, j'aspire à ce qu'il y ait une nouvelle génération, qui s'engage, à ce qu'il y ait un renouveau profond de la vie politique, d'un système politique qui fondamentalement est à bout de souffle. J'appelle aussi à ce que plein de gens qui sont dans la société, qui sont engagés, mais qui se tiennent à l'écart du débat démocratique, maintenant, prennent le pouvoir d'un certain point de vue. Prennent le pouvoir à travers des primaires, sans François Hollande. Pour l'instant. Pour vous, François Hollande ne doit pas se présenter en 2017, c'est clair. C'est sa liberté, c'est sa décision. Oui, c'est sa décision. Mais moi, je suis claire, oui. Je suis claire et assez franche. Vous n'en voulez pas, quoi. Tout simplement. Mais parce que, pourquoi est-ce que vous êtes si franche? C'est la rancœur qui vous tient, c'est quoi? C'est parce que vous avez été viré du ministère de l'écologie? Non, je suis ni une rancunière, ni une femme blessée. J'engage une démarche politique. Et donc ce livre, pour moi, c'est un point de départ. C'est pas une façon de tourner la page de ce qui s'est passé. J'explique comment on en est arrivé là et comment on peut en sortir. Donc je suis très déterminée. Et ce qui me motive, c'est que je me résigne pas à voir la montée du Front National. Je me résigne pas au désespoir. Je crois que s'il y a pire dans la situation actuelle en France, c'est pas simplement que ça marche pas sur un plan économique, c'est qu'il n'y a pas de perspective positive, il n'y a pas de perspective d'avenir. Moi, c'est contre ça que je me bats. Oui, pense aux générations futures, vous adressez encore à François Hollande, qu'elles puissent au moins se dire que même si des erreurs ont été commises... Oui, parce que ce que je dis, juste avant ces quelques lignes, je lui dis,
sans toile libre. Fonce, Oui, essaye fonce, de, oui. essaye Tu de n'as plus faire, rien à perdre. voilà, essaye de faire. Il reste 2 ans et demi, c'est beaucoup 2 ans et demi en politique. Essaye de mettre à profit ce temps pour oser faire un certain nombre de réformes courageuses. Alors regardons, soyons concrets. Le budget qui arrive en débat à l'Assemblée nationale, ce budget, vous le trouvez sincère, franchement? Je suis pas d'accord avec ce budget, comme je ne l'étais pas déjà l'année dernière. Oui, je me souviens. Donc c'est pas un problème de sincérité. C'est un budget, par exemple, qui baisse de nouveau le budget de l'écologie de 5,8%. Oui. Donc je ne vais pas vous dire que c'est un bon budget. Vous le voterez? Je vais voir. Pas certain. Non, je suis pas certaine. Ça, moi, vous savez, je trouve. Vous pourriez voter contre? Moi, je vous, suis député socialiste? Contre, non. Je peux ne peut-être pas le voter, mais on n'en est pas là. On n'en est pas là, et je vais vous répondre très clairement là-dessus. Moi, je suis responsable, c'est-à-dire je ne souhaite pas une dissolution. Je ne souhaite pas donner les clés du pouvoir à la droite ou à l'extrême droite, et donc dans un certain nombre de votes à l'Assemblée nationale, lorsque le gouvernement engage sa responsabilité, moi, je jouerai pas la politique du pire. Vous ne jouerez pas la politique du pire, néanmoins, vous trouvez ce budget... Vous êtes en désaccord avec ce budget. Bien sûr. On va parler du volet environnemental. Mais d'ailleurs, si vous permettez, parce qu'on est en train de voir ce qui est en train de se passer avec la Commission européenne. Oui, justement. Donc, moi, il y a 1 an et demi, j'avais pointé le problème qui est posé par les politiques d'austérité. Et aujourd'hui, en fait, on a perdu sur les 2 tableaux. C'est-à-dire qu'on a à la fois une politique qui est rejetée massivement par les Français, et en même temps une Commission européenne qui trouve que c'est jamais assez. Donc on a la démonstration que c'est pas une politique opérante. Oui, l'austérité c'est pas vraiment le débat, dit le nouveau prix Nobel. Notre nouveau prix Nobel dit c'est pas le débat sont les réformes qui sont engagées ou qui ne sont pas engagées. Delphine Batho. Le débat c'est quand même la relance, mais là où il a raison, c'est que c'est un peu court de s'en tenir aujourd'hui à critiquer l'austérité. Moi, c'est ce que je veux faire avec ce livre. C'est-à-dire que je veux dire qu'il y a une alternative sérieuse, crédible, qui est possible. S'en tenir, c'est d'ailleurs ce que je reproche à un moment donné dans mon livre aux frondeurs, s'en tenir simplement à dénoncer l'austérité, aujourd'hui, c'est très insuffisant. Il faut dire ce qu'on fait. Mais la France doit réduire ses déficits publics, faire des économies, ses dépenses publiques, non, Delphine Batho? Oui, mais regardez, quand l'activité économique s'effondre, la dette se creuse et les déficits s'aggravent. Donc le problème, c'est qu'il n'y a plus de moteur dans l'économie française, il n'y a plus de moteur dans l'économie européenne. Et si on est là, passif, à attendre une reprise internationale qui ne vient pas, eh bien on se plante, et c'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous avez toute une partie des responsables qui n'ont pas compris à quel point le problème des matières premières, le problème de la rareté des ressources sur la planète, le problème des coûts de l'énergie a des conséquences considérable et dans la situation économique. Et que donc cette question de l'écologie n'est pas une question, sectorielle, simplement d'un département ministériel. Ça doit être désormais un élément central de la politique économique et budgétaire, parce que c'est autour de ça qu'on doit organiser ce que les économistes appellent une croissance endogène, c'est-à-dire de remettre un moteur de développement dans l'économie française. Le budget du ministère de l'Environnement, de l'écologie, baisse de 6%, près de 6%. 5,8, Mais dites-moi, vous étiez parti déjà parce que votre budget... De 7% à l'époque, avait déjà baissé de 7%. Oui. Mais dites-moi, en matière d'écologie, est-ce que les gouvernements de François Hollande font pire que ceux de Nicolas Sarkozy? Pire, non, je ne dirais pas ça, mais je crois qu'on attendait autre chose. On attendait autre chose de la gauche. On attendait une plus grande Grenelle de l'environnement sous Nicolas Sarkozy, avec Jean-Luc Borloo et Nathalie Kosciusko-Morizet. Nicolas Sarkozy, il a fini par dire l'environnement, ça commence à bien faire. Oui. Donc il n'a pas de leçon à donner. Le François Hollande sans le dire. Il y a beaucoup de recul, beaucoup d'abandon, et surtout il n'y a pas la compréhension que c'est pas là-dessus qu'il faut faire c'est pas là-dessus qu'il faut faire des économies, mais c'est pire que ça, c'est là-dessus qu'il faut investir. Mais Christian de Pertuis, qui dirigeait le comité pour la fiscalité écologique, qui jette l'éponge, découragé par les politiques conduites par l'État, Ségolène Royal qui annonce que
ce matin, sur RTL, que Fessenheim, ah non, pas certain, la fermeture de la centrale de Fessenheim, tout ça sont des reculs. Oui, ce sont des reculs. Alors sur Christian Depertuis, je voudrais d'abord saluer son travail, puisque c'est un économiste qui, pendant beaucoup de temps, a travaillé bénévolement sur les enjeux de justement la transformation du modèle économique français vers l'économie verte, qui a beaucoup travaillé. Donc c'est triste qu'il en arrive à cette conclusion, mais en même temps je le comprends, je comprends son découragement. Sur Fessenheim, moi ce que je veux rappeler ce matin, c'est que c'était pas seulement un engagement de campagne électorale, la fermeture de Fessenheim. Il y a eu une décision du Conseil de politique nucléaire décidant de la fermeture de Fessenheim en octobre 2012. Ça devait se retrouver d'ailleurs dans la loi de transition énergétique. Donc c'est pas simplement une promesse qui a été mise de côté. C'est une décision qui était celle du président de la République et du Conseil de politique nucléaire. Dites-moi, la loi de transition énergétique, vote solennel à l'Assemblée nationale, vous la trouvez comment cette loi, franchement, sincèrement? Sincèrement, elle est ni pire ni mauvaise que les précédentes, mais c'est pas la loi du changement de modèle, du basculement qu'on pouvait attendre, qu'on pouvait espérer. Je vais vous prendre un exemple. Allez-y. L'engagement qui avait été pris, c'était que ce soit une loi de programmation pour la transition énergétique, c'est-à-dire de faire pour l'écologie l'équivalent de ce qui existe avec la loi de programmation militaire. Et en fait, c'est un des problèmes de cette loi, c'est sa crédibilité. Ce n'est plus une loi de programmation et en fait, il n'y a pas de moyens pour mettre en œuvre toutes les politiques qui sont décrites. Et puis, il y a un point, moi, que je n'accepte pas, qui est l'ouverture à la concurrence, autrement dit, une forme de privatisation des barrages hydrauliques qui sont la première source d'électricité renouvelable en France. Et je veux le dire très clairement, beaucoup sont en train de découvrir la catastrophe qu'a été la privatisation des autoroutes en France et les conséquences des contrats qui ont été signés à l'époque. Eh bien, j'appelle vraiment à ce qu'on ne fasse pas la même chose avec les barrages hydrauliques. Et c'est le point. On est en train de partir dans la même direction. Exactement, oui. On privatise ces barrages. Vous savez, c'est 20% de la puissance électrique, c'est même 66% de ce qu'on appelle la capacité de pointe, c'est-à-dire quand il y a un pic de consommation, par exemple en hiver, c'est une ressource, c'est un trésor national les barrages hydrauliques. Et donc moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on abandonne ça comme un cadeau au lobby. Vous n'êtes d'accord sur rien avec le gouvernement, mais vous votez tout. Non, je ne vote pas tout. Je n'ai pas voté le pacte de responsabilité. Vous n'avez pas voté le pacte de responsabilité. Vous allez vous abstenir probablement. Et là, sur la loi, sur la transition, je ne vais pas voter contre, mais je ne peux pas approuver la privatisation des barrages. Je m'abstiendrai, cet après-midi. Sur cette loi, vous abstiendrez cet après-midi. Et dites-moi, vous êtes nombreux à vous abstenir, Je ne sais pas. Je crois que chaque député est libre de son vote. Moi, honnêtement, c'est cette mesure que je n'accepte pas et à laquelle je ne peux pas donner mon consentement. Ségolène Royal vous déçoit ? Sincèrement, vous avez travaillé avec elle. Vous avez travaillé avec elle, vous la connaissez parfaitement. Est-ce qu'elle vous déçoit comme ministre de l'écologie? Je ne suis pas dans le registre de la déception personnelle, mais elle met en musique. Elle met en musique une politique avec laquelle j'ai des désaccords importants, oui. Vous n'êtes pas d'accord? Non. Sur les gaz de schiste, vous la croyez ou pas? Vous la sentez sincère ou pas? Oui. Ou influencée par les lobbies? Non, elle a dit avec fermeté qu'elle y était opposée. Mais j'ai senti dans cette fermeté, comme le fait que ce que j'ai vécu et ce que je raconte dans le livre, sur les agissements en coulisses d'un certain nombre de conseillers, pas simplement de lobbyistes. De conseillers d'où? De qui? De l'Élysée, de Matignon, oui. Je pense que ça continue. J'ai senti dans le ton, si vous voulez, avec lequel elle disait avec fermeté son refus du gaz de schiste, que certainement cette amicale pression, je vais dire en souriant, continue. Ça continue. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous avez quitté Oui, vous avez quitté ce ministère. Disons qu'il y a disons qu'on vous a fait partir. Oui, on m'a fait partir. Vous êtes victime des lobbies. Il y a un patron même d'une grande entreprise qui vend les tubes qui servent à faire la fracturation hydraulique, qui s'est honoré de ma mise à l'écart avant qu'elle se produise. Et il se trouve qu'il est le mari de la directrice de cabinet du président de la République. Oui. Donc évidemment, le président de la République serait sous l'influence de ces lobbies. Donc, si je comprends bien, non mais
Il y a effectivement une sorte de système de connivence. Au plus haut niveau de l'État. Oui, je raconte comment il y a connivence au plus haut niveau de l'État. Oui, il y a une forme de connivence entre un tout petit milieu, en réalité, de très hauts fonctionnaires et de grands patrons qui nécessitent, à mon avis, qu'on remette un certain nombre de frontières étanches entre le service de la République et le service du secteur privé. Moi, je ne reproche pas aux chefs d'entreprise de défendre leurs intérêts, c'est normal, c'est même leur travail, mais le service de la République, c'est autre chose, et l'intérêt général ne se confond pas avec l'addition des intérêts particuliers. Delphine Batho, concernant la route et l'augmentation du gazole, oui. Le 1er janvier, c'est contenu dans le budget. D'ailleurs, Ségolène Royal n'était pas très au courant vendredi avec moi, mais vous êtes au courant de cette augmentation de 2 centimes. Vous dites que les transporteurs doivent payer. Mais je dis que c'est... Moi, vous connaissez ma position sur le diesel. Ouais. Il y a un vrai problème de santé publique et je suis de longue date pour qu'on organise la convergence fiscale entre le diesel et l'essence, c'est-à-dire qu'on augmente progressivement le diesel et on diminue, en même temps l'essence. Très important. Oui. Là, c'est pas du tout ça qui est fait. Et en fait, on augmente le gazole de 2 centimes à la va-vite pour boucher le trou laissé par l'écotaxe. Donc ce sont tous les automobilistes qui vont payer à la place des camions, lesquels ne payeront pas l'augmentation du diesel. C'est anormal? Oui, il y a une forme d'injustice. C'est injuste? Il y a une forme d'injustice, oui. Puisque c'est la conséquence de la décision qui est prise sur l'écotaxe. Ségolène Royal qui se dit favorable à la gratuité des autoroutes le samedi et le dimanche. Ça moi, je suis pour la gratuité de plein de choses. Oui. Pourquoi seulement le samedi et le dimanche? Je ne sais pas, j'ai pas écouté ce qu'elle a dit. Donc non, je ne comprends pas bien cette Oui, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas bien. Ouais. Non. 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 Mais sur les autoroutes, oui, sur les autoroutes, puisqu'il s'agit de la fameuse écotaxe a disparu de la circulation, on ne sait toujours pas d'ailleurs par quoi elle sera remplacée. Vous avez une idée? Vous avez une idée? Non, et ça a un coût de 2 milliards. Oui, un coût de 2 milliards. Il y a 1 milliard d'indemnisation à peu près de la société Ecomove. Et 1 milliard de manque à gagner pour le financement des infrastructures. Et moi, je suis très attentive à ce que disent les chefs d'entreprise du secteur du bâtiment et de la construction en France sur les conséquences en termes de destruction d'emplois, de l'arrêt de tous les chantiers de rénovation, des trains, des RER, etc. Une taxe spéciale aux sociétés d'autoroutes? Vous savez très bien que le contrat passé au moment de la privatisation avec les sociétés d'autoroutes prévoit la répercussion immédiate sur les usagers, donc sur les péages, de toute augmentation de la fiscalité qui leur serait imposée. Donc selon vous, le gouvernement n'a pas de solution, quoi. La vraie question sur les autoroutes n'a pas de solution, quoi. La vraie question sur les autoroutes, c'est la même que sur EDF. C'est est-ce que l'État reprend la main? Est-ce que l'État reprend le contrôle? Donc plutôt... Il y a des contrats. Oui, mais on peut organiser une forme de renationalisation des autoroutes. Vous êtes favorable à une renationalisation? J'y suis favorable. Je sais que Frédéric Cuvillier avait travaillé sur cette idée, sur cette hypothèse, l'avait sérieusement examinée. Ça coûte 30 milliards d'euros. Oui, mais vous voyez, on met 41 milliards d'euros dans le CICE pour un résultat en termes de relance. Qui pour l'instant est loin d'être prouvé. Donc ça paraît un gros chiffre comme ça, mais ça mérite d'être examiné. Nationalisation des autoroutes. Mais ça permettrait que la redevance au travers des péages serve à l'État justement pour financer un certain nombre d'infrastructures. J'ai une dernière question qui concerne le budget de la sécurité sociale. Est-ce que vous êtes favorable à une modulation des allocations familiales? Non, je n'y suis pas favorable. Je tiens à l'universalité de la politique familiale. Ce qu'il faut moduler, c'est l'impôt. Donc ce qui est très injuste aujourd'hui, c'est que par exemple une mère de famille célibataire qui gagne le SMIC, comparée par exemple à un couple de cadres qui ont un salaire très, très correct, l'aide fiscale au titre du quotient familial, entre les deux, voilà, ça n'a rien à voir. Donc c'est le quotient familial qu'il faut moduler, qu'il faut rendre beaucoup plus progressif pour aider les familles qui en ont besoin. Je ne pense pas qu'il faille moduler les allocations familiales. Moi, je reste attachée à ce principe d'universalité. Merci Delphine Batho. Insoumise, c'est chez Grasset. Vous voyez que c'est un autre discours, un discours assez indépendant, je dois dire. 8h55, merci de nous avoir suivis.